RCN. Le son de la différence. Bonjour à vous, bonjour à tous, bonjour aux auditeurs, à nos chers auditeurs. Nous sommes ravis de nous retrouver ce soir pour cette émission Handicap 360 degrés, abandonnée par nous depuis quelques semaines, voire mois, à cause d'une crise sanitaire que vous connaissez tous, qui nous affecte toutes et tous. Et voilà. Nous sommes là aujourd'hui avec quatre invités. Que nous présenterons au fur et à mesure de l'émission, vous savez, pour parler de handicap, de situation de handicap, de personnes handicapées et de la vie qu'ils ont dans notre cité. C'est une émission qui a démarré sur une idée fort simple parce que nous pensions qu'il fallait que nous traitions à RCN de cette dimension particulière de l'inclusion des personnes handicapées. Et le thème de l'emploi que nous traiterons aujourd'hui nous est cher. Et bien évidemment, nous avons quelques témoins qui vont nous en parler. Cher Patrick, je suis ravi de te retrouver. Merci Loïc. Je te passe la parole. Merci. Donc effectivement, nous avons déjà œuvré sur le sujet, mais on s'était davantage focalisé sur la question de l'accompagnement en milieu ordinaire dans un premier temps. Bien sûr, nous reviendrons. Là, effectivement, on a décidé de consacrer cette émission ce qu'on a appelé le milieu protégé, qui recouvre les ESAT et les entreprises adaptées. Et donc pour planter un petit peu le décor, je me suis attaché à retrouver des informations un peu d'actualité récentes, et il se trouve qu'il y a eu une mission commune de l'IGAS et de l'Inspection des Finances en octobre 2019 sur le sujet, qui a permis de cerner un peu la question. Actuellement, il y a 1400 ESAT, 120 000 travailleurs handicapés qui sont orientés par les MDPH. Les ESAT sont des établissements médico-sociaux, le plus souvent associatifs, autorisés et tarifés par les agences régionales de santé. Ils accompagnent 122 600 personnes, dont une partie à temps partiel. Le nombre d'employés, de salariés, c'est 30 600. Le taux de chômage des personnes handicapées, on avait parlé dans la dernière émission, c'est 19% en 2018 pour la population handicapée et contre 9,1% pour la population générale. Donc ça représente plus de 500 000 personnes en situation de handicap inscrites à Pôle emploi. Les ESAT bénéficient de fonds publics, 3 milliards d'euros pour un chiffre d'affaires d'environ 2 milliards d'euros. Les travailleurs d'ESAT sont des usagers d'établissements sociaux médico-sociaux et non des salariés. Vous nous direz s'il y a des omissions ou des choses à préciser à ce niveau-là, nos invités. Donc, la rémunération mensuelle moyenne est de 800 € net, complétée par des prestations sociales. Les contrats qui sont signés par les travailleurs d'ESAT ne sont pas des contrats de travail, c'est des contrats d'aide et de soutien. Et donc, à l'origine, la création des ESAT visait à accueillir des personnes atteintes de déficience intellectuelle, mais on constate aujourd'hui que l'admission croissante de personnes ayant des pathologies psychiques et des troubles sévères du comportement s'accroît. Donc, actuellement, cette population est de 13,9%, était de 13,9%, elle tend à dépasser les 23% actuellement. Il y a aussi une tendance prononcée au vieillissement des personnes handicapées, qui est un problème de la population générale, mais qu'on retrouve évidemment également dans les ESAT. Voilà donc un peu au niveau des constats qui avaient été faits par cette double inspection. On verra tout à l'heure qu'elle a, à la suite de son analyse, fait un certain nombre de propositions pour l'avenir qui sont également intéressantes. Bon, merci Patrick. Nous verrons donc peut-être les propositions concrètes issues de ce rapport ou des lois qui ont été votées en la matière. Donc, nous voudrions tout d'abord saluer Jean-Pierre Delacour, Bonjour directeur adjoint de la Directe. Bonjour à vous. Nous sommes ravis de vous rencontrer parce que nous vous connaissions un tout petit peu. Maintenant, on va vous connaître un petit peu mieux. Tout d'abord, remercier la Directe pour le soutien important à cette émission. D'emblée, vous avez été attentif à nos propositions et rapidement, vous avez accepté de soutenir techniquement, financièrement,
Je vous laisserai nous donner l'enveloppe, si vous voulez bien. Non, c'est confidentiel. Bon, on ne la donnera pas, mais elle est importante. Elle permet à cette radio de vivre et surtout de parler d'un sujet qui nous est cher. Voilà. Donc merci à la Direct, merci à vous d'être présent aujourd'hui, Monsieur Delacour. On va vous laisser la parole. Alors d'abord, je parle de la Direct. C'est quoi la Direct? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un sigle, mais donc il y a... Votre micro fonctionne, pas de difficulté, donc on va vous entendre. Voilà. Et nous avons le relais donc, dans le studio également pour nos voix, donc il n'y a pas de souci. Alors la Direct, c'est quoi? Alors c'est la direction régionale de l'entreprise, de la concurrence, la consommation, du travail et de l'emploi, qui est née en 2010 de la fusion de plusieurs administrations régionales, et avec des déclinaisons d'unités départementales, dont une en Meurthe-et-Moselle, bien évidemment. Donc pour faire court, on a plusieurs missions, une tournée vers l'emploi, dont l'emploi des personnes handicapées, évidemment. Une autre mission qui est plutôt la réglementation du travail et une veille sur le respect de la réglementation du travail, tant auprès pour le compte des salariés, mais aussi pour le compte des employeurs. C'est une version plus régalienne de nos activités. Oui, tout à fait, ouais. Une troisième activité qu'on connaît moins, mais qui est le développement économique, mais qui est plus du ressort du niveau régional, et une partie que j'appellerais plus défensive, qui est le soutien aux entreprises en difficulté. Voilà, pour faire très court. Alors après, on a une cinquième branche qui est tout ce qui est concurrence-consommation, mais qui relève d'un champ très spécifique. D'accord. D'accord, merci pour ça. Alors, la Direct donc, s'intéresse aux questions économiques. Donc, le travail protégé est inscrit dans la dimension économique. Donc, si vous voulez bien, tout à l'heure, quand nous écouterons nos collègues directeurs d'établissement et directeurs de structure ou travaillent dans ce secteur du travail protégé, peut-être pourrez-nous nous orienter aussi et éventuellement participer. Mais tout d'abord, la question de l'emploi des personnes handicapées, c'est une question que vous traitez. Donc, de quelle manière, peut-être, vous accompagnez et les structures, je crois, certaines structures, et puis également les personnes, et vous traitez du sujet de l'emploi de ces personnes. Donc, dites-nous comment intervient la Direct. Si la Direct est positionnée plutôt sur une mission de transition, enfin de soutien à la transition professionnelle. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur le secteur médico-social qui ne nous appartient pas. Oui, c'est plutôt missionné pour organiser et faciliter l'insertion des travailleurs handicapés dans le milieu ordinaire. Donc on a à disposition un outil qui est l'entreprise adaptée, que nous conventionnons, et dont nous avons des crédits destinés au soutien de ces entreprises adaptées, et nous travaillons également avec ce qu'on appelle chez nous des prescripteurs, qui sont chargés de la prescription d'emploi vis-à-vis des travailleurs handicapés, principalement, et on l'oublie toujours, Pôle emploi, qui est missionné pour insérer les travailleurs handicapés, et en lien avec des organismes spécialisés, en l'occurrence sur la Meurthe-et-Moselle, c'est en 1054, Cap Emploi, qui, eux, ont un accompagnement plus spécifique pour demandeurs d'emploi qui ont une difficulté plus spécifique en termes d'insertion professionnelle liée à leur handicap. Donc, pour le commun, si j'ose dire, des handicapés, Pôle emploi fait ce travail de placement dans l'emploi ordinaire, et Cap Emploi est en soutien et en relation très étroite avec Pôle emploi. Donc il y a une réforme en cours au niveau de la prise en charge de ces demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi pour veiller à leur orientation vers l'organisme spécialisé qu'est Handi 54. D'accord. C'est-à-dire que, si je comprends bien, votre rôle de prescripteur, donc, c'est le rôle de la Direct, via ces services... Alors nous sommes... Vous avez un rôle, excusez-moi, vous avez un rôle qui ressemblerait à ce qu'est la MDPH, pour que nous comprenions, que les auditeurs comprennent? Non, nous, on ne voit pas le public, pour être très concret, et on travaille avec ces organismes. Nous sommes à un niveau méta-institutionnel, et qui travaillons sous l'égide des différents ministères pour conventionner ces structures, leur donner un cahier des charges et faire appliquer les mesures du gouvernement. D'accord. Voilà. Donc, voilà. Alors, nous en aurons d'ailleurs des illustrations dans le cours de l'émission. Dans ce travail d'instruction,
vous êtes davantage sur le versant donc, de l'économique des entreprises de travail adapté. Vous donnez votre avis sur la création de structures. Vous avez des politiques pour stimuler peut-être la création. Vous aidez les porteurs de projets à développer leurs projets. Vous avez des actions comme ça, comme celle-là? Tout à fait. On a déjà une mission de conventionnement, c'est-à-dire qu'il y a un cahier des charges. Donc les structures, on doit veiller à ce que ce cahier des charges soit respecté. Et nous avons des outils alors, qui participent du fonctionnement, mais également du développement de ces structures. Notamment actuellement, on a des fonds de soutien qui permettent, pour chacune des entreprises adaptées, de se projeter dans l'avenir et de nous faire des propositions en termes de développement. D'accord. Et ça, c'est pour un volet, je veux dire, plus local. Et au niveau régional, nous conduisons le PRITH, le plan régional d'insertion des travailleurs handicapés. Qui est une mission du ministère et qui fédère l'ensemble des structures à tous les niveaux, tous les acteurs, et qui propose des axes de travail partagés au niveau de l'ensemble des acteurs du handicap au niveau régional. D'accord. Vous voulez donner quelques illustrations? Par exemple, dimension formation, ce sont des choses qui sont présentes dans un programme régional? Oui, alors pour la formation... Quelques illustrations. La formation, c'est un champ assez complexe. Oui. Mais sur le volet demandeur d'emploi notamment, on travaille en étroite relation avec le Conseil régional de Lorraine, qui a la charge et la compétence de la formation professionnelle des demandeurs d'emploi. Oui. Et dans le cadre du plan d'investissement en compétences, alors tout ça est toujours très complexe, mais le gouvernement met en place un plan d'investissement en compétences pour développer précisément la compétence des demandeurs d'emploi faiblement qualifiés et un axe dédié aux travailleurs handicapés est prévu dans ce cadre de ce plan. Alors, je ne peux pas vous donner ici les montants, mais les objectifs sont très clairement affichés de soutenir la formation professionnelle des travailleurs handicapés. D'accord. Votre action touche le département? Oui, tout à fait, oui. C'est ça, donc vous intervenez sur ce territoire. Oui. Combien de structures de travail protégé y a-t-il sur ce territoire de la Meurthe-et-Moselle? On est à 4 actuellement. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que on pilote également tout un champ qui est celui des structures d'insertion par l'activité économique. D'accord. Donc tout ce qui est entreprise d'insertion, un autre volet. Chantier d'insertion, entreprise de travail temporaire d'insertion et également entreprise d'insertion. Et quand on dit insertion, il est évident que le public éligible dans le cadre de ces structures d'insertion par l'activité économique sont les demandeurs d'emploi les plus en difficulté, mais bien évidemment les travailleurs handicapés qui participent de ces programmes. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on arrive aujourd'hui à avoir des structures qui ont un pied dans l'entreprise adaptée, voire en ESAT, ce qui est le cas pour certaines d'entre elles, comme je pense à la ferme de la Faisanderie par exemple, et qui développent à côté un chantier d'insertion, qui permet, d'un point de vue des trajectoires d'insertion de ces personnes, de passer par une structure soit à vocation médico-sociale, soit une entreprise adaptée où on est encore sur une logique d'emploi protégé quelque part, pour après faire une transition douce vers une structure d'insertion par l'activité économique qui est déjà quasiment du droit, du secteur ordinaire, et puis bénéficier d'un accompagnement dans ce cadre-là qui va permettre là de déboucher vers l'entreprise, pour faire court. Entreprise ordinaire, normale, voilà, oui, du milieu ordinaire. Ouais. Donc la logique, c'est bien celle-ci, c'est d'essayer à notre niveau, autant que faire se peut, puis c'est la vocation du PRITH et toute la réflexion, c'est de créer des trajectoires qui permettent progressivement de mettre les gens en emploi ordinaire. Tout à fait, donc faire valoir ce que prône la loi de 2005. Tout à fait. Pour faire en sorte qui a été fortement enrichi par la loi de 2018, c'est la loi sur... alors c'est toujours pour avenir professionnel, on l'appelle comme ça. Oui. Mais l'idée derrière, c'est de dire qu'il faut on facilite l'accès à l'entreprise des travailleurs handicapés en ouvrant l'ensemble des dispositifs et en offrant à l'employeur toutes les solutions d'insertion, que ça soit par des logiques de co-traitance, de sous-traitance, mais aussi de stage, que tous les outils de la politique de l'emploi soient au service des employeurs pour faciliter l'insertion des travailleurs handicapés. Très bien. Merci, M. Delacour. Merci pour ce témoignage et puis cette explication également du contexte particulier. Peut-être Sylvie Maillard, qui est ancienne responsable de la GFIP, pardon. Pas responsable, chargée d'études. Chargée d'études. C'est une responsabilité.
Tout à fait. Voilà. Sur aujourd'hui, cette évolution, vous êtes notre témoin. Vous avez je dirais une vision aujourd'hui de cette évolution, comparativement à ce qui pouvait se passer en travail protégé il y a 10-15 ans. Les propositions actuelles avec cette évolution réglementaire vous semblent de nature à favoriser peut-être l'inclusion des personnes handicapées? Alors, il est vrai qu'entre le moment où je suis rentrée à la GFIP en 92 Oui, et quand j'en suis, enfin, et maintenant encore, puisque j'ai encore quelques contacts, ça a été une évolution incroyable, hein, parce qu'on est parti de la loi de 87, oui. et puis on a avancé au fur et à mesure. Et donc pour finir, enfin quand j'ai terminé de travailler, et je sais encore que c'est le cas, c'est qu'on est aussi sur une inclusion qu'on facilite. Ouais. Enfin, tout est fait pour ça, avec des aides à la personne, avec des aides aux entreprises, hein, et puis aussi avec une autre manière de travailler. D'accord. Par exemple, des passations de marché aussi, pour acheter des prestations, pour avoir des prestations à disposition de Pôle emploi, de Cap emploi notamment, au bénéfice donc des travailleurs handicapés, via des structures qu'on conventionne. D'accord. Nous comptons sur vous pour réagir également dans cet échange que nous avons entre nous pendant cette heure d'émission, si vous voulez bien, Sylvie. Merci. Oui. Peut-être Patrick, on peut passer à nos invités Voilà. afin que tu les présentes. Tout à fait, tout à fait. Alors Ouais. simplement pour compléter suite à des questions qui venaient d'être posées, actuellement le taux d'orientation, de sortie avec une orientation vers le milieu ordinaire serait de 0,47%. L'inspection de l'IGAS préconisait de viser un cap de 5% de sortie vers le milieu ordinaire, mais tout en proposant de reconnaître l'importance du travail réalisé en ESAT, qui lui-même est une forme d'inclusion, bien évidemment, des personnes, puisqu'elle leur permet d'exister socialement, effectivement, dans une entité productive. Voilà. Il était posé également la question du nombre d'entreprises adaptées et des ESAT. Sur la Meurthe-et-Moselle, il y en a 23, avec des services aussi divers que restauration collective, blanchisserie, conditionnement, transport, sous-traitance industrielle, entretien d'espaces verts, voilà. Et pour tout dire, pour être accueilli en ESAT, il y a des conditions à remplir. Il faut avoir au moins 20 ans, mais exceptionnellement, on peut être admis dès l'âge de 16 ans, si la CDAPH le décide. Il faut avoir une capacité de travail inférieure à un tiers de la capacité de gain de travail ou d'une personne valide, et avoir besoin de soutien médico-éducatif, socio, psychologique et être orienté par la CDAPH. Voilà pour tout dire. On passe maintenant à nos invités. La première, c'est Mélanie Maric. Bonjour Mélanie. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes, je crois, travailleur social au départ. Vous êtes actuellement chargé de développement en activité d'insertion en cadre éducatif à APF Entreprise à Ludre. Donc voilà, ce qu'on vous propose, c'est de dire un peu votre mission, ce qu'est également APF Entreprise et en quoi vous contribuez à cette mission que nous questionnons aujourd'hui, d'employabilité, de favoriser l'emploi et l'insertion en milieu ordinaire, autant que faire se peut des personnes handicapées. Oui, tout à fait. Donc, APF Entreprise, c'est aussi APF France Handicap. C'est une association au départ nationale. Vous avez des APF partout en France. Notre objectif, c'est de défendre les droits des personnes en situation de handicap. Et pour ça, on est sur différents axes, que ce soit sur l'enseignement avec les IME, les IM Pro, que ce soit sur la partie de l'hébergement. On a des foyers d'hébergement. On peut avoir aussi l'accompagnement avec des SAVS, donc des services d'accompagnement à la vie sociale. On en a un notamment sur Nancy, qui est là plutôt de l'accompagnement à domicile. Et nous, à Ludre, en fait, on est sur le volet de l'emploi, puisqu'en fait, dans notre établissement, on a deux structures. On a donc un ESAT et on a une entreprise adaptée. C'était une chance pour nous, justement, pour permettre la passerelle, la transition entre les deux publics. Donc moi, je suis chargée de développement d'activités d'insertion. Mon objectif est justement l'inclusion, que ce soit sur le public ESAT, mais également avec le public de l'entreprise adaptée par le biais du CDD Tremplin, qui est donc une nouvelle mesure du gouvernement qui date donc de 2018,
dans un objectif d'inclusion en milieu ordinaire des publics de l'entreprise adaptée. Monsieur Delacour connaît bien, c'est un dispositif en fait où il nécessite avoir un agrément. Aujourd'hui, on a un agrément de 12 CDD tremplin, c'est notre objectif pour la fin de l'année. Voilà, on en est déjà à 11. On aurait dû d'ailleurs avoir aujourd'hui un travailleur. Oui, alors, oui, c'est vrai, je suis très déçue. Il n'a pas pu être parmi nous. Ce sont des belles success stories qu'on a pu avoir de personnes qui sont passées de l'ESAT, qui ont pu faire de la prestation sur site, donc dans une entreprise pour faire de l'archivage et puis de la saisie informatique. Et l'entreprise a vu chez lui toutes les compétences nécessaires pour pouvoir l'embaucher. Donc on est passé par un CDD tremplin pour permettre justement une transition entre l'ESAT, qui est, comme vous l'avez signalé tout à l'heure, ce n'est pas un statut de salarié, c'est un statut de travailleur. Donc il y a toute cette genèse administrative qui est nécessaire. Donc, on a pu l'accompagner en fait sur la transition, faire la médiation aussi avec l'entreprise, comment on accueille cette personne, quels vont être les relais. Et puis, on avait donc Frédéric, qui est la personne qui a été embauchée, a été suivi aussi par le dispositif emploi accompagné. Et donc, qui va pouvoir aussi prendre après le relais et continuer à le suivre dans sa situation de salarié au sein de cette entreprise. Voilà. D'accord. Donc... Alors, emploi accompagné, CDD tremplin, comment tout cela s'articule ? Alors aujourd'hui, le dispositif emploi accompagné, c'est un dispositif qui est ouvert aux personnes de l'ESAT, en Meurthe-et-Moselle en tout cas. Ce sont destinés à des travailleurs d'ESAT qui ont pour objectif et qui ont le potentiel de pouvoir travailler en milieu ordinaire. Donc ils vont être accompagnés, alors c'est porté par l'AUIM aujourd'hui sur la partie de Nancy. Ils vont être accompagnés sur la recherche d'emploi, sur la possibilité de faire des stages en fonction du projet professionnel, déterminer ce projet également. Voilà. Et puis nous, on va être en complément parce qu'on a la possibilité aussi de travailler avec de la prestation sur site avec des entreprises locales et du coup de participer aussi dans le cadre de ce projet professionnel. D'accord, entendu. Je veux bien vous poser une question sur... Dites-nous, parce que vous sembliez tout à l'heure, avant que cette émission démarre, être au fait de cette question-là. Un ESAT, je ne suis pas sûr que tout le monde sache ce que c'est. Une entreprise de travail adapté non plus. Dites-nous, définissez-nous, si vous voulez bien, les deux structures qui sont quand même particulières et différentes de toute façon. Oui, la grosse différence, c'est que l'ESAT est un établissement médico-social avec un public essentiellement avec un handicap. Oui. Ils ont besoin d'un staff tout autour d'eux. Donc, il va y avoir des moniteurs d'ateliers, il va y avoir des éducateurs spécialisés, éducateurs techniques. Nous, on a la chance d'avoir aussi une psychologue à temps partiel. Tout ça pour, en fait, accompagner la personne dans son rôle de travailleur. Voilà. Et adapter aussi le travail ça peut être des outils pour permettre le geste lié à l'emploi. Ça, c'est ce qui se passe en ESAT. D'accord. Une entreprise adaptée, ça fonctionne comme n'importe quelle autre entreprise. Vous avez donc des salariés, des chefs de groupe, des managers sur une activité. Et puis, la seule différence, en fait, c'est que vous avez au moins 80% de ces salariés qui sont reconnus qualité de travailleurs handicapés, RQTH. Et donc... à qui on va pouvoir effectivement adapter le travail. Il y a aussi un rôle d'inclusion qui est aussi prévu, donc un accompagnement aussi si a l'envie de pouvoir sortir d'une entreprise adaptée et de vouloir travailler en milieu ordinaire. D'accord. Les travailleurs, ils ont bien sûr une vie sociale, et dans certains cas, ils vivent en milieu ordinaire, dans d'autres cas, il y a des foyers d'hébergement. Vous avez vous-même des dispositifs
d'accompagnement donc de la vie sociale des personnes? Alors, on a un éducateur spécialisé qui va pouvoir gérer avec le travailleur les difficultés sociales ou les projets d'hébergement autonome, les projets vers... même au niveau, par exemple, de l'assistance administrative, ils vont être accompagnés sur ce volet-là. C'est vrai que c'est une différence par rapport à l'entreprise adaptée. D'accord, Ouais. parce que l'inclusion, elle n'est réussie que si on travaille sur l'activité inclusive au niveau professionnel, mais si on travaille aussi sur l'inclusion Au niveau dans la social. vie quotidienne, au niveau social. Aussi, tout à Voilà. fait. Alors nous, c'est vrai qu'on a pour objectif aussi de rendre la personne, d'être dans l'autodétermination, c'est-à-dire qu'elle soit acteur aussi de son projet, acteur de ses actes. Donc on essaye aussi d'aller vers le droit commun, d'orienter, plutôt que de se substituer, par exemple, à une assistante sociale de secteur. Voilà. Donc on va plutôt travailler en partenariat et plutôt faire des relais pour nos travailleurs. Sur APF, donc on a 27 places, 30 salariés puisqu'on a des personnes en temps partiel. Euh, bon, on a la chance d'avoir quand même des personnes très autonomes qui peuvent venir, par exemple, qui sont véhiculées, qui ont des appartements aussi et qui se gèrent seuls. Après, il va y avoir peut-être un relais avec une tutrice ou voire demander une protection judiciaire si on détecte que la personne a des difficultés à vivre seule et à gérer son budget, par exemple. Tout ça, c'est le rôle, effectivement, de l'éducatrice spécialisée et de veiller au bien-être de notre travailleur pour qu'il puisse s'épanouir dans le travail qu'il occupe à l'ESAT. D'accord, très bien. Sur cette dimension de l'inclusion, les chiffres étaient donnés tout à l'heure, finalement, un taux très très faible, on va dire, c'est pas forcément une réussite, mais de parcours du milieu protégé vers le milieu ordinaire. À votre avis, on posera peut-être la question à votre collègue tout à l'heure également, mais quels sont les freins à une inclusion, puisque c'est un terme aujourd'hui cher aux politiques publiques? Quels sont les freins aujourd'hui? Sont-elles dues au fait que les personnes ont besoin de ce milieu pour être heureux, finalement, bien? Voilà, je pense qu'on peut peut-être dire des choses comme ça, simplement. Ou alors, est-ce que c'est le milieu qui a quelques peines à accueillir? Est-ce qu'il y a une difficulté en termes de compétences, en termes d'apprentissage? Quelles sont les difficultés et les freins que vous rencontrez dans votre accompagnement de ces personnes? Le premier frein, je pense aussi, c'est la société et c'est aussi les entreprises qui ne sont pas tout à fait prêtes, justement, à inclure la différence. Déjà, ça, bon, après, c'est mon expertise personnelle. D'accord. Quand je vous parlais tout à l'heure de potentiel, c'est vrai qu'il faut aussi avoir l'envie. Chez nous, toutes les personnes de l'ESAT n'ont pas forcément envie de faire des stages ou de faire de la prestation sur site, d'aller vers l'extérieur. Ça peut être aussi rassurant d'être protégé au sein d'un ESAT, d'être accompagné socialement et professionnellement. Donc ça, c'est aussi une chose. On ne peut pas faire non plus de l'inclusion en milieu ordinaire pour tous. Par contre, donner des perspectives, ça c'est essentiel, je pense. Une personne qui est arrivée à l'ESAT, qui sort donc de l'école, faut se dire, elle arrive à 20 ans, ça veut dire quoi? Elle va rester toute sa vie à l'ESAT. C'est ça qu'on va proposer. Il y a un moment, il faut aussi pouvoir donner une possibilité d'autre chose. Ça peut être, on a le cas par exemple d'un travailleur chez nous, il avait l'envie de se confronter à vivre ailleurs déjà. Et on lui a proposé de faire donc un stage à Argelès, donc en Pyrénées-Atlantiques. Pyrénées, oui. Il est parti 2 semaines. C'était l'opportunité pour lui de se confronter à l'éloignement familial, à se dire est-ce que je suis en capacité de pouvoir vivre en dehors de cette Meurthe-et-Moselle. Voilà. C'était plutôt positif. Il était il a été accueilli par un foyer, une autre structure aussi, un autre fonctionnement des AT. Fallait aussi s'adapter. Donc ça, c'était très intéressant. Et aujourd'hui,
il a le souhait de pouvoir s'installer avec sa future femme à Dijon, qui a trouvé un travail à Dijon. Donc là, prochaine étape, c'est de faire un stage à Dijon pour justement envisager de pouvoir s'y installer. C'est ça, l'inclusion aussi, c'est donner de la perspective à nos travailleurs, donner des possibilités de sortir de ce carcan et d'aller vers autre chose. Merci beaucoup. Peut-être allons-nous faire une petite pause musicale. Ça fait du bien d'écouter un peu de musique de temps en temps. Voilà, nous reprenons le cours de notre émission. Une dernière question à Mélanie, dans la mesure où on a évoqué le vieillissement des travailleurs handicapés en ESAT. J'aimerais savoir à quel âge les personnes quittent leur emploi et quelle est leur possibilité ensuite de lieu de résidence et d'accompagnement. Enfin, comment ça se passe quand on est travailleur handicapé et qu'on arrive à ne plus pouvoir poursuivre son activité pour une raison ou pour une autre, soit par une limite d'âge, soit par une limite de capacité. Alors, en ce qui concerne la retraite, que ce soit sur l'ESAT ou l'entreprise adaptée, c'est quand ils ouvrent droit au droit à retraite, quoi. Donc, comme tout le monde. Comme tout le monde. D'accord. Donc, il faut simplement aller voir sur le site de la CARSAT et puis voir à quel moment la personne a le droit de partir et si elle en a envie. C'est le même principe aussi que pour un salarié. D'accord, ça veut dire que les personnes, dans le cadre du travail qu'on leur propose, ont un salaire. Oui, alors dans le cadre de l'ESAT, une participation, oui. Cotisent Oui, à des caisses d'assurance sociale, bien sûr. et à des caisses de prévoyance et à des caisses retraite, Oui. et donc bénéficient des droits acquis. Tout à fait.
dans ce cadre-là de la mutualisation des fonds. Oui. Ce sont des caisses particulières, ce sont des caisses spéciales, ce sont des Non, mêmes non. que les nôtres, C'est la même. que tout le monde. La même caisse. Non, exactement la même chose. Donc après, bien sûr, il y a aussi ça, l'accompagnement au départ à la retraite, quel projet, comment c'est vécu. Voilà, tout ça est abordé aussi par l'accompagnement social pour veiller effectivement à un départ consenti. Et voilà. Très bien, merci. Oui. Donc notre dernier invité est Samuel Isambert. Bonsoir Samuel. Vous êtes directeur de l'ESAT et du foyer d'hébergement de la fondation, la FADV, Fondation des aveugles déficients visuels de Nancy. Vous avez un parcours, je crois, d'ingénieur commercial au départ, et vous dites que vous ne pouvez concevoir votre travail sans la dimension humaine qui en découle, et que pour vous, se réaliser dans son métier et dans sa vie, c'est d'abord d'y donner du sens, diriger c'est au service des autres, et leur donner les moyens pour qu'ils s'épanouissent à leur tour. Vous voyez, on trouve sur les réseaux sociaux des choses. Vous avez bien travaillé votre sujet. Donc on aimerait en connaître plus de vous d'abord, et puis aussi de l'activité que vous développez à l'atelier du Haut-des-Vannes, au sein de cette ancienne fondation. Moi, voilà. Je n'étais pas venu pour parler de moi déjà, je suis plutôt étonné de la première question. Mais effectivement, moi je viens du secteur commercial, j'ai fait une école de commerce donc, pour le coup, et puis j'ai commencé ma carrière dans l'immobilier, la finance, etc. Et puis je me suis jamais éclaté, si ce n'est pour l'intérêt intellectuel qu'on peut y trouver, parce qu'on apprend des choses toujours. Et donc du coup, voilà, j'ai cherché à donner du sens à mon travail, et je l'ai trouvé en retour de voyage. J'ai fait un voyage qui a duré 9 mois en sac à dos en Amérique du Sud, parce que j'avais besoin justement de réfléchir sur mon futur professionnel. Et en revenant, j'ai trié mes vêtements et puis je les ai balancés dans une borne textile qu'on a un petit peu partout maintenant, parce que ça s'est fortement développé, dans laquelle j'ai lu l'objet social qu'il y avait dessus, et je me suis dit, tiens, une entreprise peut avoir un objet social et pas un objet et un intérêt économique. Et donc je me suis intéressé à ce milieu, je me suis rendu compte que c'était à ce moment-là, il y a déjà quelques années maintenant, 11% des salariés en France, et donc du coup je me suis dit, il y a des gens qui travaillent avec cet objet social attaché à leur quotidien, et je me suis dit, c'est peut-être ça qui peut rendre plus intéressant mon travail et me permettre que je m'y éclate un peu plus. Et donc voilà, donc j'ai cherché ça, et puis là, bah voilà, cette borne, c'était une borne relais, et donc j'ai envoyé un CV de retour de ce long périple, et puis j'ai été embauché, et donc j'ai commencé ma carrière entre guillemets sociale sur l'insertion et l'IAE, comme vous l'évoquiez précédemment. Puisque le relais, c'est une entreprise d'insertion qui réinsère les gens par le travail, pour le coup. Donc là, on a des gens qui sont éloignés de l'emploi et qu'on réinsère dans la société, qui ont un parcours divers et varié, et qu'on réinsère par le travail. Ouais, voilà. Et ensuite, vous êtes donc arrivé à la fondation. Et donc, je suis à la fondation, la FADV, qui est une fondation spécialisée dans la déficience visuelle, pour le coup. Qui a 4 structures principales, le CEDV qui est à Nancy, qui accueille des enfants. Il y a le FAM de Vézelise, donc il y a un foyer d'accueil médicalisé. Et puis après, il y a 2 structures dont j'ai la responsabilité, qui sont effectivement un foyer d'hébergement et un ESAT. Alors pour parler un peu plus précisément de l'ESAT, on est une petite structure, pour le coup, qui a 45 travailleurs handicapés aujourd'hui. On est né en 93, donc voilà, ça fait 27 ans là, pour le coup, que les AT existent. Et puis voilà, il y a 6 activités différentes. Alors on a des activités qui ont beaucoup évolué, on a des activités d'intérieur, comme le sont souvent dans les autres CESAT, et qui sont un peu ancestrales, entre guillemets, qui sont le canage, paillage, la vannerie. On a la sous-traitance industrielle, qui est un grand classique pour ce type d'activité. Et puis une activité bien spécifique, là, pour le coup, à notre fondation spécialisée dans la déficience visuelle, puisqu'on fait des cannes blanches pour aveugles. Et donc ça, c'est une grosse partie de notre activité. Et puis après, on a 3 autres activités qui sont des activités qui se passent à l'extérieur, pour le coup, qui sont le maraîchage biologique, dans lequel on a une constitution d'une AMAP, en fait, donc avec des gens qui viennent récupérer des paniers qu'on prépare à la semaine.
Une deuxième activité qui est une activité horticole, dans laquelle on vient vendre des plantes d'agrément et puis après fournir divers villes en périphérie de Nancy pour qu'ils fleurissent les parterres qui nous entourent. Et puis une dernière activité qui est une activité d'espace vert sur laquelle on intervient, alors que ce soit pour des entreprises privées, du public et du particulier pour le coup. Voilà pour ce qu'il en est de la présentation. Faire un achat, un particulier, une entreprise auprès d'un ESAT, c'est un acte citoyen, c'est un acte réfléchi. En général, oui, je crois que c'est le cas. Les gens émettent le souhait et ont compris qu'en nous sollicitant, ils ne faisaient pas que acheter un service, ils faisaient aussi fonctionner un système dans lequel, qui permet l'inclusion de toutes ces personnes-là et donc de garantir notre pérennité pour le coup. Alors on peut préciser à ce niveau que les entreprises qui ont des obligations effectivement d'emploi de travailleurs handicapés à hauteur de 6% peuvent recourir aux ESAT pour concourir à l'atteinte de ces objectifs. Ouais. Ça permet de valider une partie de son obligation d'emploi de 6% via le fait d'appeler à nos services et de nous faire travailler. Et donc, du coup, ça vient en déduction de cette obligation, pour le coup. D'accord. Quels sont vos clients? Alors, en quelque sorte, on peut les appeler comme ça. Vous avez des clients? Ah ouais, on a des clients. Ouais. Vous êtes sur le marché? J'ai pas de honte à dire qu'un ESAT a une activité économique avec des besoins d'équilibrer les choses, des besoins de vendre. On est... Pour le coup, et c'est ce que... Alors, ce qui est dommage, c'est que les travailleurs handicapés n'ont pas le même statut, on l'a évoqué à plusieurs reprises, n'ont pas un statut de travailleur et de salarié, parce que pour le coup, je ne vois pas pourquoi ils n'auraient pas le droit de l'être. Si on voudrait réellement les inclure, j'ai jamais... alors moi, j'ai découvert ça il y a 3 ans en arrivant à la direction de cet ESAT. J'ai jamais compris pourquoi il y avait cette distinction et ce distinguo entre... ils ont un travail, ce travail ils le font, ils viennent le matin comme vous et moi à une heure précise, ils repartent à une heure précise, ils ont un rôle et ce rôle dans leur société, en fait on les inclut en aménageant le travail parce qu'effectivement ils peuvent pas forcément le faire autrement, mais on les inclut pas par leur statut, puisque pour le coup, ils dépendent du code de l'action sociale et familiale, ils dépendent pas du code du travail comme nous autres. Et pourquoi cette différence? Enfin, j'ai pas la réponse, hein, mais je trouve que on parle d'inclusion. L'inclusion, elle se fait partout, et elle peut se faire bien sûr dans l'accompagnement et dans l'idée de pouvoir permettre à ces personnes-là d'intégrer le monde du travail normal, si tant est que c'est possible. Mais il y a aussi dans le cadre dans lequel on les accueille et dans le côté administratif, pourquoi ils n'ont pas le droit à une fiche de paye, pourquoi ils n'ont pas le droit à ce genre de choses. Je trouve qu'on fait une différence sur quelque chose qui n'a pas lieu d'être, parce que ces gens-là, ils n'ont pas choisi d'être handicapés, et ils le sont. Je peux vous dire qu'ils se battent au quotidien pour faire leur travail, que parfois même leur quotidien est bien plus pénible que le nôtre, et être là tous les jours, ça leur demande un effort considérable. Et donc je trouve que c'est pas reconnaître leur souhait d'exister dans notre société et de travailler, puisqu'ils travaillent comme nous, qu'ils soient classés dans un autre système que le nôtre, quoi. Et voilà, je trouve que ce serait une réflexion, en tout cas, qui pour moi m'a sauté aux yeux en venant du marché du travail et de l'IAE précédemment. C'est un cri du cœur qu'il faut relayer, c'est important. Oui. Effectivement, comment pourrait-on faire évoluer cette situation? Que doit-on faire? Le problème, c'est le financement qui vient par l'ARS, etc. Et donc, je pense que le système, comme il a été réfléchi, dépend de structures qui sont plus liées au travail. Alors après, je sais pas trop aller plus loin dans la réflexion. Je sais pas si vous avez des pistes là-dessus. Pourrait nous donner quelques idées? Oui, très modestement, là, pour le coup. Je pense qu'il y a une filiation aussi entre le secteur santé et les ESAT, donc ça ressort de cette filiation. Et je pense que le pont avec le milieu ordinaire et la dimension de travail, fiche de paye, reconnaissance, je partage, très honnêtement, mais elle reste à défendre auprès des autorités, parce que c'est un vrai... Oui, en fait, il y a une double tutelle, ministère du Travail, je crois, et ARS. Oui.
Oui, Oui, oui. oui, oui. Mais oui. votre collègue, madame, vous nous disiez qu'effectivement, qu'il y avait nécessité d'un accompagnement médico-social au sens accompagnement social et médical sans doute aussi, puisque j'imagine qu'il y a des difficultés qu'il faut traiter, soigner, accompagner. Donc peut-être aussi que cette particularité a conduit à construire ces Oui, structures réglementairement de cette façon-là. oui, mais l'un n'empêche pas l'autre. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Ouais, vous pouvez être malade et avoir un accompagnement en dehors de votre travail et qu'on fasse pas la différence sur ce. Enfin, je trouve que c'est déjà catégoriser les choses qui n'ont pas besoin de l'être. Ils le sont déjà au quotidien, parfois par leur apparence, par leur difficulté de déplacement, par leur capacité d'autonomie. Euh, voilà, enfin, moi c'est quelque chose qui m'a surpris parce que je ne savais pas, je n'avais jamais pris conscience de cette différence et je trouve qu'elle s'explique pas, en tout cas de mon point de vue. Après, Alors qu'en disent les personnes? qu'en disent les personnes, je pense qu'elles acceptent parce que c'est souvent la seule solution qu'elles ont aujourd'hui pour travailler. On a évoqué le taux de chômage des travailleurs handicapés. Ils estiment que quand ils sont dans nos structures, ils ont déjà une chance d'y être et les places sont chères. Donc, je pense qu'ils n'ont pas réellement leur mot à dire, même si on pourrait les interroger, bien sûr. C'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait pas quelqu'un ici qui puisse y participer. Mais je pense que leur quotidien, c'est déjà la différence. Et donc, tout ce qu'on peut faire administrativement, dans l'accompagnement, dans tout ce qu'on va mettre en place, ça va leur permettre d'être inclus dans cette société qui les met déjà par tout ce système un petit peu de côté. Même si un ESAT, l'objet, c'est de l'inclusion, hein, bien entendu, puisque ce qu'on fait, c'est ça, quoi. On a parlé tout à l'heure avec madame donc des passages du milieu ordinaire vers le milieu, du milieu protégé, pardon, vers le milieu ordinaire. Mm. Est-ce que donc avec des personnes porteurs de handicap sensoriel, visuel, ça limite quelque peu la capacité de production? Ça ne le limite pas? Vous avez des secteurs particuliers où la performance est réelle. Est-ce que vous avez capacité à accompagner les personnes jusque-là aussi? Alors, Est-ce que vous avez des réussites, en tous les cas, comme celle qui nous était présentée non, tout à l'heure? malheureusement pas. J'en ai pas. Alors, est-ce que c'est une question, ça porte à réflexion, hein. Je pense, on n'a pas les outils, donc on n'a pas les personnes mandatées, on est une toute petite structure, et pour le coup, on essaye d'accompagner, nous, au quotidien, d'ouvrir des perspectives, mais on a eu des tentatives par le passé qui se sont vouées par de l'échec. Alors, est-ce que l'échec, c'est parce que l'entreprise n'était pas adaptée à la personne ou prête à l'accueillir, ou est-ce que nous, notre travail n'était pas assez approfondi, ou la passation s'est pas faite de manière adéquate, c'est possible, mais on a, je pense, des gens qui sont aussi dans nos structures rassurés par l'accompagnement, comme l'évoquait Madame tout à l'heure, qu'on y fait, par le service qu'on y apporte, parce qu'on les aide dans leur quotidien. Alors dans leur quotidien, parce qu'on adapte les postes à leur ergonomie, à leur capacité de travail, parce qu'on les accompagne, parce qu'on travaille un projet personnalisé de la personne chaque année, dans lequel on vient accompagner, monter en compétence la personne, y prendre ses aspirations, savoir ce qu'elle veut faire. C'est rare de trouver dans les projets personnalisés un souhait de ces gens-là d'aller vers le milieu extérieur. Je crois qu'il y en a une appréhension assez grande pour le coup. Et puis je suis pas certain, alors moi je parle là pour le coup de mon ESAT que j'ai en direction. Je sais que les personnes que j'ai ne sont pas que des personnes qui sont déficients visuels. Oui. Bien entendu, si des aveugles, on en croise presque quotidiennement dans la rue, ou des déficients visuels, mais nous, on reçoit en ESAT qu'une toute petite proportion de ces gens-là, et c'est parce qu'ils ont des troubles qui sont associés, des troubles intellectuels, des troubles psy, etc. Et c'est ce qui fait qu'ils n'ont pas la capacité à développer leur autonomie dans le monde du marché du travail d'aujourd'hui, quoi. Malgré tout, votre établissement n'est pas un établissement fermé, il est ouvert, vous avez une clientèle, vous avez sans Bien doute sûr. des passages, vous avez des contacts avec des entreprises, avec des services. C'est ça. Alors comment se passe cette vie au quotidien dans votre structure pour que peut-être l'inclusion se fasse aussi à l'intérieur? Voilà, c'est ça. Nous ne sommes pas dans des lieux fermés. Alors, Le Moyen-Âge est je passé pense que depuis longtemps. c'était le cas par le passé où on avait un peu cette idée de mettre les travailleurs dans un ESAT, de les mettre en sous-traitance, et c'était presque de les cacher. Il y avait un peu c'est le sentiment que j'en ai en tout cas.
on voit que depuis, alors je ne saurais pas faire l'historique, mais on voit que les ESAT s'ouvrent vers l'extérieur. Et pour moi, c'est aussi une solution d'inclusion, peut-être parce que les entreprises ne sont pas prêtes à accepter ces gens-là en interne, mais plutôt de se dire que les ESAT sont en capacité d'amener certains travailleurs, parce que pour le coup ça représente aussi une petite partie des gens qu'on a chez nous, vers l'extérieur. Et donc c'est ce qui fait que nous, sur notre ESAT, on a des activités qui se développent, comme les espaces verts, et là on fait des prestations typiquement chez les particuliers, donc on rencontre les particuliers, on vient y travailler comme une entreprise d'espace vert normal, sauf qu'on a un accompagnement qui est spécifique, puisqu'on a des moniteurs ou des éducateurs techniques. On va aussi ouvrir notre ESAT. Je crois que ça aussi, c'est une différence par rapport au passé. C'est que, je l'évoquais tout à l'heure, on a une activité qui est le maraîchage biologique. Le maraîchage biologique, alors on pourrait très bien vendre nos carottes dans un supermarché ou ce genre de choses. C'est pas ça qu'on a choisi de faire. On a choisi de faire une AMAP. Une AMAP, ça veut dire que il y a une association à laquelle on s'associe et qui travaille, qui partage avec nous, puisqu'ils viennent aussi travailler avec nos travailleurs handicapés pour nous donner un coup de main pendant l'été, quand on a des gens qui partent en vacances et ce genre de choses, il y a un renfort de cette association-là. Et puis, on a un contact qui se fait régulièrement parce que le panier, il est hebdomadaire et donc toutes les semaines, on voit les voitures qui débarquent de la ville chez nous et qui viennent, bien sûr, prendre leur panier, mais aussi avoir un contact avec les gens qui sont là pour le distribuer. Et donc, c'est ça aussi qui fait l'inclusion, c'est ce contact avec le milieu extérieur. Ouais. Dans vos productions, vous évoquez des productions qui impliquent des normes environnementales, d'autres qui, sans doute, par la sous-traitance, impliquent des normes industrielles. Vous arrivez, avec les travailleurs handicapés, à respecter les normes de production et à acquérir la confiance de vos donneurs d'ordre pour maintenir le niveau de qualité exigé maintenant dans l'industrie et dans l'environnement? On y arrive, oui, on y travaille, ça demande des contraintes. Alors on n'est pas normé ISO, ce genre de choses, parce qu'on n'y arriverait pas, je pense pas. Mais enfin, déjà pour une entreprise privée, c'est complexe à mettre en place, et je parle d'expérience. Mais on arrive à avoir des cahiers des charges, à avoir... C'est pareil, dans un ESAT, vous avez des gens de niveau et de capacité différentes. Tout l'intérêt, c'est que si on arrive à détecter, c'est le travail des moniteurs au quotidien, si on arrive à détecter les aptitudes en fonction des personnes, et ben du coup, on peut leur confier un rôle dans la production et qui va leur permettre soit d'être dans une tâche qui va être répétitive parce qu'il n'y a que cette capacité, soit être dans une tâche de contrôle de la qualité, soit être dans une tâche de coordination entre un point A et un point B. Et c'est tout ça qui va pouvoir permettre de garantir et d'assurer la qualité des choses. Mélanie ? Nous arrivons au terme de l'émission, donc notre technicien nous prévient. Oui. On peut proposer peut-être que nous fassions un petit tour de table pour que vous nous disiez chacun à votre tour que reste-t-il à faire pour que les remarques que vous faisiez sur peut-être encore un peu de fermeture de ces structures disparaissent, pour que le milieu ordinaire, le milieu économique accueille davantage les personnes handicapées. Que reste-t-il à faire? On peut peut-être commencer par M. Delacour. Que reste-t-il à faire aujourd'hui? Comment l'État peut-il accompagner ces souhaits qui sont formulés là? L'État peut intervenir sur la dimension handicap et répondre en partie aux problématiques des ESAT, voir comment on peut faciliter encore la transition vers, l'entreprise adaptée, qui est en quelque sorte le palier supérieur en termes de facilité d'insertion. Je veux dire, cette espèce d'escalier qui mène à l'emploi de droit commun, il reste à renforcer parce que les passerelles se mettent en place tout doucement. Hein. Vous avez travaillé dans une entreprise d'insertion, vous voyez bien le gap qui est entre une ESAT et une entreprise d'insertion par rapport aux gens qui sont accompagnés. Donc ça, on y travaille quotidiennement. À l'autre bout, il y a tout le volet entreprise qu'il faut aussi accompagner dans la réflexion par rapport au travail handicapé.
Il y a énormément d'outillages maintenant pour faciliter la mise en œuvre de cette obligation des employeurs, ce 6%. Là. On peut faire du CDI, on peut faire du CDD, on peut faire appeler les services d'un ESAT. Donc tous les outils sont disponibles. Reste à convaincre les employeurs de s'en saisir. Et ça, c'est un travail de longue haleine. On le fait, puisqu'on a des réseaux d'employeurs qui, aujourd'hui, s'inscrivent. On a ce qu'on appelle la RSE, la responsabilité sociale des entreprises. Aujourd'hui, on a même une certification RSE. Donc, les grands groupes, notamment, ont bien pris conscience de cet aspect et y travaillent. Par contre, lorsqu'on passe à la PME, à la petite entreprise locale, là, on a des interlocuteurs qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas la connaissance, qui ont encore beaucoup de stéréotypes, beaucoup de présupposés, et puis qui demandent derrière des moyens. Des moyens, mais là je passe la parole à la GFIP. 30 secondes. Alors moi j'ai envie de dire que vraiment il y a une belle évolution par rapport à ce que vous faites, par rapport à ce que j'ai connu il y a longtemps. Et que effectivement, il faut solliciter les entreprises, il faut leur montrer. Je pense que on n'est pas assez proche de l'entreprise. Enfin, il faut dans l'entreprise essayer de trouver quelqu'un qui sera sensibilisé et qui sensibilisera son entourage, sa hiérarchie, ses collègues, parce qu'il y a aussi un problème de collègues, d'accueillir des travailleurs handicapés. Et je crois qu'on ne pourra pas s'exonérer de faire connaître les qualités des travailleurs handicapés aux gens du milieu ordinaire, en fait, pour faire court dans ce que je dis. Patrick, 30 secondes de conclusion. Alors d'abord pour signaler qu'il y a l'article 15 du Code des marchés publics qui prévoit le recours à la commande publique avec une part de marché réservé aux ESAT, donc c'est important de le dire et de l'utiliser. Voilà. Il y a également, on parlait de normes, une norme, la norme NF X5842, qui définit les relations entre le secteur du travail protégé et adapté et les entreprises du milieu ordinaire, les donneurs d'ordre aussi, voilà. Donc on peut se référer à ces documents. Simplement pour revenir, je l'avais annoncé en début d'émission, donc il y a l'IGAS et donc Bercy qui avaient fait cette mission d'inspection. Ils ont recommandé 4 orientations stratégiques pour l'avenir, donc réaffirmer l'utilité, l'importance du milieu protégé comme facteur d'inclusion, reconnaître pour les personnes en situation de handicap un droit universel au travail en milieu ordinaire, garantir une place effective en milieu protégé si l'accès au travail en milieu ordinaire s'avère temporairement ou durablement impossible, et garantir un accompagnement dans la durée, donc en amont et au sein de l'ESAT, ainsi que dans le milieu ordinaire des travailleurs handicapés, donc avec la possibilité d'un accompagnement. Les recommandations se déclinent donc de la façon suivante: mieux organiser et piloter l'orientation des personnes, donner de la souplesse à la gestion des ESAT, renforcer les droits des travailleurs, sécuriser les travailleurs handicapés sortant en milieu ordinaire, déployer une offre d'accompagnement en sortie d'ESAT à la hauteur des enjeux, et enfin envisager une remise à plat de la tarification des ESAT pour mieux corréler les financements et l'intensité de l'accompagnement mis en œuvre en faveur des personnes. Donc voilà des orientations qu'il nous faut suivre. Merci pour terminer à la directe à nouveau, pour ce soutien que vous nous apportez. Donc nous vous inviterons à nouveau à venir dans cette émission. Et merci à nos 3 invités et puis bel avenir à vos structures. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. RCN. Le son de la différence.